Bonjour à tous, merci de participer à ce webinaire. Je suis très heureux de partager ces retours d'expérience qu'on va faire avec la Massif et DBT Labs aujourd'hui. Comment est-ce que ça va se dérouler? Je suis entouré de deux Julien aujourd'hui, Julien Norman de la partie DBT et Julien Rumeau pour la partie Massif. Petite info, vous avez en bas à droite une partie questions que vous pouvez poser. On aura le temps à la fin de la session de prendre toutes vos questions et de prendre le temps pour y répondre directement. Hop. Et je vais passer rapidement à l'agenda et je vais laisser Julien parler de l'agenda dans un premier temps. Eh bien, bonjour à tous et déjà un grand merci pour votre participation aujourd'hui. Pour parler de l'agenda, donc l'objectif c'est de se concentrer sur bien évidemment le témoignage et le retour d'expérience de la Massif, qui va dans un premier temps nous parler donc de la migration vers DBT Cloud sur la data platform qu'ils ont choisie qui est BigQuery. Euh, pour pouvoir parler de cette expérience, on va faire le point sur les défis que Julien a rencontrés et que la Massif a essayé de résoudre. Un aspect très important également, lorsqu'on parle de changement, de migration, on parle de la conduite du changement, et c'est un sujet sur lequel on va passer un petit peu de temps. Et pour finir, les bénéfices concrets que la Massif a obtenus sur ce projet de migration. Je me suis pas présenté, mais donc je suis, Julien Norman. Je m'occupe donc du développement, de DBT en France depuis maintenant un peu plus d'un an et j'ai eu la chance aussi d'accompagner encore, la Massif, sur, l'utilisation, de DBT. Je souhaitais, commencer par, très brièvement vous présenter, DBT, vous donner un petit peu de contexte sur qui nous sommes et la solution que nous offrons. Pas passer trop de temps, je veux que la majorité du temps passe bien évidemment sur le témoignage, mais je pense que c'est important de donner un petit peu de contexte. Euh, DBT est une société qui a un peu moins de 10 ans, qui a été fondée en 2016. Et aujourd'hui, on est devenu, donc en moins de 10 ans, le standard sur le marché pour transformer ces données directement dans les entrepôts cloud, comme Snowflake, Microsoft Fabric ou encore BigQuery, comme c'est le cas aujourd'hui avec la Massif. Un aspect très important, c'est l'agnosticité de DBT aujourd'hui, et peu importe la data platform sur laquelle vous êtes, vous pouvez tirer profit de DBT. Aujourd'hui, DBT est utilisé par plus de 50 000 équipes dans le monde, et notamment donc dans les architectures modernes basées sur les technologies cloud et l'approche ELT. Pourquoi cet engouement? Cet engouement du marché provient du fait qu'on a en fait changé la façon avec laquelle les équipes data travaillent la donnée. On a développé en fait un cadre de travail basé sur du SQL, donc quelque chose de très approchable, facile à monter en compétences, et qui s'inspire surtout des méthodologies de software développement pour en fait standardiser et fiabiliser la donnée au sein des entreprises et des équipes. Vient ensuite, bien évidemment, DBT Cloud, qui est en fait la version managée de ce cadre de travail, avec l'objectif donc de pouvoir accélérer chaque étape du cycle de développement analytique en facilitant l'adoption, être capable d'adopter et d'embarquer différents types de profils, peu importe leur niveau technique, et aussi, bien évidemment, en exploitant toute la métadonnée pour pouvoir comprendre son patrimoine et aussi, bien évidemment, en intégrant l'intelligence artificielle pour aller encore plus loin et plus vite. Voilà en quelques mots DBT. Je vais maintenant laisser la main à Adrien qui va vous parler un peu d'Infinite Lambda. Adrien, c'est à toi. Yes, merci. Je suis Adrien Bautreau, moi je suis le directeur France d'Infinite Lambda. Infinite Lambda, c'est une société de conseil qui est spécialisée dans la data et le cloud, qui a été fondée maintenant avec l'arrivée des Modern Data Stack, donc il y a à peu près 7 ans. Nous sommes une équipe d'une centaine d'ingénieurs qui sont répartis dans plusieurs régions du monde, dont la France. Notre mission est de transformer les organisations grâce à des technologies de pointe comme DBT bien sûr, et de mettre en place des pratiques innovantes sur la partie du cloud. Nous concevons avec nos clients et implémentons des plateformes de données de bout en bout, donc de la partie gestion jusqu'à la partie mise en place des dashboards. Nous les accompagnons dans les choix techniques et organisationnels, dans l'implémentation et la mise en production, mais aussi dans la formation de leurs ingénieurs.
Le but aussi, c'est de transmettre notre savoir à vos ingénieurs pour pouvoir mettre et utiliser au quotidien ces technologies-là. Nos ingénieurs, ils sont certifiés sur la plupart des technologies que nous utilisons au quotidien et on a un partenariat maintenant de longue date avec DVT et nous sommes partenaires premium du coup avec DVT, eux aussi d'autres acteurs type Snowflake, Fivefront et bien d'autres encore. Grâce à notre expertise, et là on parle d'accompagnement qu'on a mis en place sur plus d'une centaine de data platforms, on a développé aussi des accélérateurs pour migrer plus rapidement sur ces technologies. Ces accélérateurs vont permettre d'économiser des milliers d'heures de développement. J'en parlerai un peu plus en détail plus tard dans la présentation. En résumé, Infinite Lambda, on propose deux grands types de services, donc un accompagnement total sur la mise en place de data platform et aussi un service de migration à l'aide d'outils développés que l'on a développés en interne. Je vais laisser maintenant. Pardon, Julien, vas-y, je t'en prie. Non, je vais te remercier, Adrien, pour cette présentation et pour ce partenariat, bien évidemment. Et effectivement, maintenant, on va laisser la main à Julien Rumeau. Julien, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Pour commencer, est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur toi, ton parcours, ton rôle à la Massif et comment tu t'es retrouvé finalement impliqué dans ce projet de migration? Ouais, pas de souci. Bonjour à tous. Donc moi, Julien Rumeau, donc je suis responsable de tout ce qui est solution delivery au niveau de la data analytique au sein de la Massif. Pour vulgariser, moi, mon service, on fait tout ce qui est data analytique, c'est-à-dire remplissage des entrepôts, des data marts et mise à disposition des données pour les utilisateurs, soit via la forme d'univers BO, soit via la forme de base avec des indicateurs. Donc on est au sein du Data Office au niveau de la Massif. J'ai eu quelques années un peu dans le e-commerce, donc d'autres domaines. Et puis, du coup, je suis arrivé à la Massif, ça fait maintenant 5 ans que je suis à la Massif au niveau de ce poste-là. Au niveau de la Massif, justement, en général. Alors, la Massif, normalement, vous le connaissez tous. Si vous êtes tous francophones, normalement, en grande partie, vous la connaissez. D'accord. On a environ 6 millions de sociétaires, 11 millions de contrats. On doit couvrir un bon tiers des Français avec tous les ayants droit ou autres. On est une grosse assurance qui propose différents modèles, différents produits, que ce soit de l'auto, de l'habitation, de la santé, de la prévoyance, également de la vie. Donc, du coup, on a énormément de données, énormément de métiers et énormément de données à brasser au niveau de l'entreprise. On est un acteur historique, on a été créé en 60, avec pas mal de points de vente à droite à gauche, près de 500 répartis sur la France. Et il faut savoir quand même qu'on a un modèle qui est assez spécifique, mais comme tous les mutualistes, mais il faut quand même bien faire la différence, c'est qu'on a une gouvernance qui est plutôt démocratique par rapport aux élus, et également que nous, on n'a pas d'actionnaires à rémunérer, et vraiment l'objectif, c'est que les fonds aillent, les bénéfices ou autres, aillent vraiment auprès de nos sociétaires et auprès de l'innovation digitale qu'on est en train de mettre en place à pleine balle, on va dire ça comme ça, avec toute la transformation numérique qui est en place, qui est en cours. Et du coup, c'est comme ça que ce sujet est venu sur le dessus de la table. Dernier point, performance financière, pour que ça parle un peu à tout le monde. On a un peu moins de 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2023. Mais on est quand même une grosse entreprise. On est une grosse entreprise qui a plein de métiers et qui a beaucoup d'historique. Donc, du coup, un patrimoine assez important au niveau de la data que l'on a aujourd'hui. J'aime bien le quand même, 6 milliards d'euros, c'est quand même pas mal. Merci Julien pour ce contexte. Pour passer peut-être plus à la partie projet, est-ce que tu peux nous dire un peu plus, donc avant de vous lancer dans ce projet, à quoi ressemblait l'environnement data à la Massif? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les principaux défis qui vous ont finalement poussé à envisager une migration vers le cloud? Que ce soit des limitations techniques, des contraintes budgétaires, des enjeux d'évolutivité, scalabilité. Je te laisse peut-être nous en dire un peu plus là-dessus. Pas de souci. Donc, comme je disais, la Massif, elle a été créée dans les années 60. Elle a connu beaucoup de choses. Elle a connu l'innovation grâce à l'informatique ou autre. Et aujourd'hui, on a quand même un SI décisionnel, on va dire ça, un SID qui est quand même assez conséquent, avec des stacks qui sont formés au fur et à mesure, qui sont montés au fur et à mesure, et avec des technos qui, aujourd'hui, on les verrait de loin, on se dirait elles sont obsolètes. Néanmoins, aujourd'hui, c'est quelque chose de robuste qui fonctionne, etc. Aujourd'hui, on est au niveau des technologies, pour en parler un petit peu, on est sur des bases qui sont sur du Oracle, on-premise, ok. On est sur des ETL
voilà, des gros ETL du marché qui aujourd'hui arrivent également à bout de souffle au niveau du on-premise. Et on se retrouve confronté à quelque chose d'assez clair, c'est qu'aujourd'hui, la loi de Moore n'a pas forcément été respectée partout. C'est-à-dire qu'on voit que la donnée elle est en train d'exploser partout. On nous parle de temps réel, on veut plus de logs, on nous parle d'IoT, on nous parle de plein de choses. Et aujourd'hui, on avait, nous, côté Massif, des difficultés pour pouvoir absorber tout ça et pour pouvoir garantir ce time to market qui est si important, que ce soit pour nos collaborateurs en interne ou pour nos clients finaux. Donc, du coup, voilà, l'objectif, c'était ça. Le premier truc, c'était de se dire, OK, j'ai une stack vieillissante, j'ai des fins de support, j'ai plus trop de on-premise, je commence à avoir du vendor locking qui commence à se pointer en disant qu'on ne veut plus faire de licences perpétuelles, mais on veut faire des licences à l'année, etc. Donc, il fallait que l'on bouge par rapport à ça. Au niveau des coûts et des ressources, forcément, on a la même difficulté. C'est que comme on est sur des technologies qui sont on-premise, demander à racheter 10 serveurs supplémentaires parce qu'on a un pic dans l'année, c'est un peu compliqué en termes d'amortissement, c'est un peu compliqué en termes de ROI par rapport à tous nos différents projets. Donc, on a eu cette difficulté. Donc, la stack, les ressources, les coûts et les ressources, je vais juste faire un petit débrief là-dessus. Aujourd'hui, demander à des ingés qui sortent d'école ou dans les différentes ESN de se replonger dans des ETL qui aujourd'hui sont, on va dire, dépassés, on va dire ça comme ça, qui ne sont plus à la mode, voilà, pour être plus franc, qui ne sont plus à la mode. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile et plus ça va, plus on a de difficultés à trouver des profils compétents sur ces différentes technologies, ce qui nous a poussé à aller vers le cloud pour aussi attirer aussi de nouveaux talents et pouvoir même en interne faire différentes évolutions. On a eu le coût, on a eu la techno, on a aussi le manque d'agilité. Comme je disais tout à l'heure, des fois, on a des gros traitements. Hein. Il faut savoir que dans l'assurance, s'il y a un truc, et ça, tout le monde le sait autour de la table, enfin, tous ceux qui, même les clients, hein, tout le monde le sait, c'est l'échéance. La vie d'échéance, c'est un truc, c'est comme les soldes dans le e-commerce, ça ne peut pas se louper. C'est à ce moment-là que l'on fait toute la facturation ou autre, et on a des gros pics de charge à ces moments-là. Aujourd'hui, étant sur des technos plutôt on-premise, on a du mal à avoir tout ce qui est scalabilité, automatique ou même manuel, hein, on va être honnête. Voilà, on a du mal à pouvoir s'adapter aux différents besoins qu'ont nos clients, aux différents besoins qu'ont nos utilisateurs. Et enfin, le dernier point, c'était de se dire, je pars dans le cloud, ok, mais ce n'est pas que pour répondre à un besoin technique ou à un besoin organisationnel. L'un des objectifs quand même d'aller dans le cloud, c'est d'apporter encore plus de valeur à nos métiers. C'est vraiment ça l'objectif. Ce n'est pas une migration technique, c'est une migration qui doit apporter des choses en plus. Et c'est pour ça qu'on le fait au fur et à mesure. Donc, de manière à ce que demain, dans le cloud, on ait tous les services un peu plus natifs, hein, au niveau de l'IA, ML et Analytics. Et que, au niveau de l'utilisation des nouvelles fonctionnalités, on voit tous les outils, hein, les nouvelles fonctionnalités, elles arrivent d'abord dans le cloud avant d'arriver sur les versions on-premise, quand ça arrive sur les versions on-premise. Donc, l'objectif, c'est vraiment de se dire, OK, demain, comment je fais pour apporter encore plus de valeur à tout le monde? Et du coup, c'est pour ça qu'on décide de partir dans le cloud. On met souvent l'accent sur la partie technique, donc de l'outil, mais quand on entend parler donc, sur les défis que vous avez rencontrés, les motivations, on a une ligne conductrice qui tourne autour donc, de l'agilité, de la montée en compétences et finalement de l'humain. Ouais. Et on sait que quand on parle d'une migration, c'est autant finalement un défi humain que technique. Et c'est aussi un sujet qui remonte par toutes les conversations que j'ai avec les différentes sociétés aujourd'hui en France. Comment finalement vous avez accompagné ce changement en interne et quel rôle a joué peut-être Infinite Lambda dans cette transformation? Alors, au niveau du défi humain, oui, comme tu le disais, on l'a peut-être pris au début comme un défi trop technique. On va être honnête en se disant, bon, un Oracle vers un BigQuery, ça doit bien se passer, et l'ETL vers DBT, ça doit bien se passer également. Néanmoins, le défi humain, c'est le facteur qu'il ne faut surtout pas oublier. Si je dois vous faire un Rex, c'est le facteur qu'il ne faut pas oublier. C'est-à-dire que les gens ont travaillé de telle ou telle manière. Souvent, on travaillait avec des ETL qui étaient plutôt graphiques, ce genre de choses-là. Et au début, quand on leur dit, on va dans le cloud. Ah, mais les coûts, comment ça se passe? Mais les normes, elles sont où? Comment je fais pour développer? Qu'est-ce que Git, etc. C'est la chose qu'il ne faut pas oublier. On a fait toute la partie comme habituellement, hein, tout ce qui est kick-off avec l'architecture, la gouvernance. Et en fait, au niveau de la migration, c'est là où Infinite Lambda est venu nous épauler. C'est-à-dire qu'il y a eu la partie migration, et ça on en parlera tout à l'heure, sur techniquement comment on fait pour passer d'un ETL à DBT. Et deux, dire, OK, comment est-ce que je forme mes collabs en même temps? Comment est-ce que je les accompagne tout au long de cette migration pour que les collaborateurs montent en compétences, montent en connaissances, aussi
et de l'appétence. Maintenant, ils auront de l'appétence, mes collaborateurs, grâce à cet accompagnement-là, pour aller chercher d'autres choses, pour aller chercher des optimisations, pour aller se dire « Ah mince, là, ça a coûté plus cher que prévu. Comment je fais? Qu'est-ce que je dois modifier ?» etc., etc. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas oublier, cette conduite du changement. Donc, pensez à former vos gars, pensez à les accompagner en leur montrant vers où est-ce qu'on va et utiliser toute la collaboration que l'on puisse avoir, hein, que ce soit avec DBT qui a du monde en France, avec Infinite Lambda qui est français également, avec d'autres clients, de manière à ce que ça crée un ensemble qui fait que tout le monde a envie d'y aller et que les collaborateurs se rendent compte que oui, c'est un défi humain, mais ça vaut le coup d'y aller et il est important qu'on y aille. On disait que c'est un défi humain, c'est aussi un défi technique. Comment on fait pour ne pas se planter? Enfin, il n'y a pas longtemps, j'ai lu un article, je fais une petite parenthèse, de Jiffy qui s'est planté sur son ERP, qui perd des millions. Ben, typiquement, c'est ça. C'est se dire comment est-ce que demain, je fais pour que ma migration, je ne perde personne en route, le côté humain, et que techniquement, ça fonctionne. On a pris le prisme de se dire, on est en migration, on lift and shift. On prend ce que l'on a en premise, on le migre en DBT et on fait un système de double run pour vérifier que les données soient bien bonnes en haut et en bas, enfin en haut à gauche et à droite, comme vous voulez, mais que les données soient bien bonnes, que ce soit dans le cloud ou dans on-premise, de manière à réduire les risques, à avoir le time to market, parce que si on pète tout en même temps, si on fait je déplace, je fais ma migration et je change des fonctionnalités, ça va être beaucoup plus difficile de tout resetter ou autre, et de manière à ce qu'on puisse vraiment savoir où est-ce qu'on en est et comment on arrive à migrer quelque chose. À partir du moment aujourd'hui où on migre un outil, enfin on migre un asset, un entrepôt ou autre, qu'on le donne à Infinite Lambda, on sait aujourd'hui le coût que ça va prendre, on sait le temps que ça va prendre, et après on est beaucoup plus en capacité, nous, de finaliser, de se dire ok, c'est bien bon à droite ou à gauche, et que l'on puisse basculer. Au niveau des outils de migration, ouais, c'est un levier, c'est-à-dire que aujourd'hui, ce qui nous est proposé, c'est pas d'avoir des bonhommes en Inde qui recodent tout à la main, qui refont tout à la mimine. C'est pas l'objectif. L'objectif, c'est que les outils qui ont été mis en place par Infinite Lambda, et Adrien en parlera tout à l'heure, je vous fais le teasing, permettent d'automatiser ça au maximum, d'accélérer ça, de manière à ce que, voilà, à partir du moment où les premières transformations, les premiers mappings ont été faits, ok, Infinite Lambda, c'est te dire massif, il code de telle manière, ça se convertit de telle manière, je sais faire, et on fait tout ça en semi-automatique. Merci. Donc, on va mettre, on va se concentrer un peu sur la partie technique et se concentrer même sur la partie DBT Cloud, si tu le veux bien. Vous avez fait le choix de DBT Cloud pour piloter donc, cette transformation de données. Est-ce que tu peux peut-être nous en dire un peu plus sur ce qui a motivé ce choix, notamment par rapport à DBT Core, qui est donc notre version open source, et je sais que beaucoup d'entre vous se posent cette question. Donc, si tu peux nous faire un petit résumé et finalement, qu'est-ce qui vous a paru déterminant dans le choix de cette solution? Alors, du coup, pourquoi on a choisi DBT Cloud? Donc, forcément, quand on s'est dit on va changer d'ETL, on s'est dit ok, qu'est-ce qu'on fait? On passe sur la version supérieure de l'ETL qu'on avait prévu, on passe chez d'autres concurrents ou tiens, il y a une boîte qui commence à être intéressante, parce qu'on a pris la décision il y a quand même près de 2 ans, de se dire DBT, ça a l'air de faire des choses intéressantes, ça a l'air de pouvoir ça a l'air de pouvoir répondre à nos besoins. En fait, pourquoi on a choisi pour 3 grandes choses. La première, la simplicité opérationnelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est pas sur un client où on se dit il faut que je déploie on-premise, etc. On est sur quelque chose, on est sur une interface intuitive pour pouvoir faire le développement. Et surtout, on est sur du SQL first. Et c'est là où je veux en venir. C'est qu'aujourd'hui, quand on a fait ce choix de se dire on part vers DBT, on a regardé tous les autres concurrents. Certains nous proposaient de basculer chez eux, mais avec du code propriétaire. Donc, le vendor locking, on est coincé, on ne sait pas ce qu'on fait. D'autres nous proposaient de basculer, mais avec des choses où il fallait que l'on reforme les gens auprès de cette nouvelle technologie. Et c'est là où je veux en venir, c'est qu'aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on a pris DBT? Parce qu'on s'est dit que dans la data, et si tous autour de la table, vous faites de la data, vous savez que le cœur de la data, c'est le SQL, c'est la base de données. À partir du moment où vous avez des data eng qui sont formés et qui ont de l'expérience, ils savent brasser de la donnée, ne serait-ce qu'avec du SQL, et c'est ça vraiment qui nous a fait décider. En se disant, ok, avant Core au cloud, le fait de basculer sur DBT, l'objectif c'est de se dire, j'ai un produit qui est en SQL first, qui me propose de faire la transformation, qui me propose de passer du modèle ETL à ELT, et c'est vraiment ça au début qui nous a fait dire, ok, il faut qu'on choisisse DBT. Pourquoi passer de Core à Cloud ou Cloud, l'objectif, il y avait 3 objectifs. Un, se dire la conduite du changement. Comment est-ce que je fais pour l'améliorer? Comment est-ce que je fais pour la faciliter?
C'est vrai que le fait que DBT Cloud soit une interface web, une interface intuitive et accessible aux équipes, ça a accéléré la partie acceptation du changement, ça a accéléré la partie prise en main de l'outil. Le fait qu'on soit sur une partie cloud, donc partagée, ça permet également la collaboration, mais la gouvernance. On est quand même au sein de la Massif, on est quand même une grosse entreprise avec plus de 12 000 collaborateurs. L'objectif, ce n'est pas que chacun développe son petit truc dans son coin. L'objectif, c'est que tout soit sous gouvernance, au niveau de la sécurité, au niveau des droits, au niveau des accès, au niveau de la documentation, du linéage, etc. C'est que ce DBT devienne vraiment pour nous l'outil central au niveau de la transformation de la data au sein de la Massif. Donc c'est pour ça qu'on a fait ce choix-là. Et enfin, le dernier choix, c'était de se dire, OK, mais je suis quand même, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis dans une entreprise où les traitements data sont importants. J'ai besoin de les monitorer, j'ai besoin de savoir ce qu'il en est, etc. J'ai besoin de les orchestrer. Donc, l'idée de partir sur DBT Cloud, c'était également d'avoir le scheduler qui puisse être intégré et qui puisse être accordé au scheduler interne Massif. Il faut savoir que ce n'est pas incompatible. Que l'on puisse avoir les différentes alertes ou autres et que ce ne soit pas juste des choses posées sur les postes des uns et des autres, mais que ce soit vraiment un outil d'entreprise. C'est comme ça qu'on a vu la chose. Merci. Je pense que tu as fait un teaser tout à l'heure. Aujourd'hui, la migration, elle n'est pas finie, mais elle a bien avancé. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les bénéfices concrets que vous avez déjà pu observer, si c'est le cas? Et est-ce qu'il y a un ROI déjà mesurable? Est-ce qu'il y a un impact ou des retours des équipes que tu pourrais peut-être partager? Ouais, pas de souci. Alors du coup, ouais, au niveau du ROI, de l'impact ou autre, donc oui, on a accéléré le time to value. Il faut savoir que grosso modo, on a divisé notre temps de traitement par 12. Pour être honnête, on est passé de 6 heures à moins de 30 minutes de temps de traitement. On a divisé ça. On onboard les équipes de manière assez facile. On prend des gens qui ont déjà fait du DBT, mais on prend aussi, comme je disais tout à l'heure, des data engineers qui ont le cerveau bien formé et qui, du coup, très facilement basculent d'une technologie à l'autre. Et aujourd'hui, au niveau du temps de développement, on n'a pas perdu de temps de développement par rapport à ce que l'on connaissait en premise. Je vais dire ça comme ça. Pourquoi ? On est en train de faire la migration, on est en train de tout définir, etc. Mais on n'a pas vu de baisse et en fait, on ne voit qu'une accélération au fur et à mesure. Les premiers développements sont ISO par rapport à ce que l'on faisait en premise et plus les gens développent, plus tout est accéléré et plus on va vite dans nos différents développements. Donc oui, on voit le ROI, on le voit sur les nouvelles ressources qui embarquent facilement, on le voit sur les plans de prod qui sont divisés, je disais, par 12 sur certains cas, et on le voit sur les temps de dev qui aujourd'hui accélèrent. Donc on est vraiment pleinement satisfait par rapport à cette migration et par rapport à la bascule vers l'outil DBT par rapport à ce qu'on avait avant. Ouais. Super. Je pense que il y avait quelques slides. Peut-être donner la main à Adrien. Effectivement, tout à l'heure, tu as parlé de teaser, donc comment tu as été accompagné finalement par Infinite Lambda pour accélérer cette migration. Est-ce que, Adrien, tu peux nous en dire un peu plus? Super. Merci pour tous ces retours aussi, Julien, parce que ça fait plaisir, parce que ça fait maintenant plus d'un an qu'on travaille ensemble avec votre migration dessus. Nous, en fait, on a cette expérience de plusieurs années où on a vu comment les sociétés souhaitaient migrer vers du DBT et il y avait toujours cette problématique de refaire depuis le début, de reproduire dans DBT dessus. Donc, on est venu avec un outil en interne qu'on a développé qui maintenant a 5 connecteurs. Donc, on a la partie Informatica. On permet aussi de migrer à partir de Talend vers du DBT, du Data Stage, du SQL Server et aussi des requêtes SQL. Ces outils, en fait, on peut extraire la metadata. Donc, on a une partie extraction qui est, ça soit du fichier XML, soit du fichier JSON, etc., qui vont être extraits de ces données. Et notre outil, en fait, va lire ce metadata et va faire une première analyse. Cette première analyse, en fait, elle va nous permettre de donner une estimation de temps de migration dessus. Donc, généralement, on s'engage sur des projets au forfait pour justement donner exactement quel va être le coût de la migration d'un outil vers du DBT dessus. Une fois que cette estimation est faite et validée, on va pouvoir faire la conversion des scripts. Donc, à partir des fichiers metadata, on va lire la donnée dessus et le transmettre dans des fichiers modèles DBT dessus.
Nous, avec notre expérience de DBT qu'on a depuis plusieurs années dessus, on connaît les best practices, on en a beaucoup utilisé, on a aussi développé des packages dedans. Donc, le code qui va être généré par notre outil va respecter du coup les best practices, comme je le disais. Donc, on peut parler dessus, par exemple, des noms de conventions au niveau des fichiers, de bien respecter le code, de sortir un code prototype en utilisant les cities. Aussi, au niveau des performances, on va avoir toute une possibilité de customiser le code pour mettre la matérialisation qui convient bien. Et on va pouvoir aussi extraire de ce fichier metadata la partie documentation si elle est disponible. Elle est riche, ces informations qu'on retrouve dans la partie metadata, c'est hyper riche en termes d'informations. On est capable aussi de traduire et de créer des tests unitaires, des tests de valeur not nulle, par exemple, en fonction de ce qui a été mis en source derrière. Notre outil, encore une fois, est customisable et on va pouvoir rajouter en fonction de ce qui a été défini sur la phase d'architecture, l'output exact qu'on cherche à mettre en place dessus. Donc ça, c'est vraiment la partie conversion. On vient aussi avec d'autres packages qui nous permettent de valider la donnée. Un petit peu comme expliqué tout à l'heure Julien, c'est que le but, c'est d'avoir une recopie de données en fonction de ce qui se passe au niveau de la source, donc ce qui se passe en premise, et de pouvoir comparer par rapport à ce qui va être sorti par DBT dessus. Donc ici, on va s'appuyer sur plusieurs packages, plusieurs macros aussi, qui nous permettent de valider la donnée, de ressortir des reports. Une fois qu'on a validé ces différents workflows, nous, si le but, c'est de maintenir ça dans le temps, jusqu'à temps que ça parte en production. Et il peut arriver que des fois, on fasse des modifications qui va être liées par rapport à un autre workflow. Donc, c'est pour ça que ces validations sont mises directement dans la CI dessus. Notre outil, en termes d'output, peut supporter différents outils. Alors ici, on a mis que Snowflake, BigQuery, Redshift et Databricks, mais il peut supporter aussi du Postgre, par exemple, puisqu'en fait, on a un fichier à librairie qui, en fonction des différentes fonctions qu'on va retrouver dans les outils, nous permettent d'avoir un output. Donc, du coup, après, on a juste une adaptation à faire de notre côté dessus. Donc ça, c'est vraiment notre outil qu'on appelle Flowline, qui nous permet d'accélérer à partir de sources de données vers une autre. Il nous reste le dernier kilomètre, entre guillemets, pour faire cette validation dessus. Comment est-ce que ça se passe généralement en termes de processus de migration? C'est que, comme j'ai expliqué tout à l'heure, on a une partie chiffrage qui permet d'estimer globalement quel va être le coût du projet et pour pouvoir aller jusqu'à du DBT dessus. Et généralement, on fait un premier POC, un POV qu'on va pouvoir réutiliser après dans le projet. Le but étant de transformer 2-3 pipelines, de montrer le résultat dessus. Ça va être assez utile aussi pour la phase architecture et de définir quel va être l'output de l'outil aussi, de se baser sur ce petit scope, puisqu'après, ça va être fait en termes de grande échelle sur tous les workflows derrière. Toute cette partie, on la propose gratuitement, parce que nous, notre intérêt, c'est de vous montrer ce qu'on est capable de le faire dessus. Et une fois qu'on a pu mettre en place quel va être l'output dans les fichiers DBT modèles, on va pouvoir créer le planning de. On va s'occuper de toute la migration du code. Donc, généralement, on essaye de prioriser certains domaines avant de passer à un autre domaine. Une fois que la migration du code est faite, on va faire la validation, comme j'ai expliqué tout à l'heure, en utilisant nos macros. Et on va avoir une phase d'optimisation et la passation, entre guillemets, du code va revenir à les équipes internes, un petit peu comme on a fait avec la massif dedans. Notre travail ne s'arrête pas là, on va avoir tout un accompagnement jusqu'au post-déploiement, jusqu'à la mise en production dessus. Et après, on est capable aussi de faire du support de la pipeline si besoin derrière. Un dernier point que je voulais montrer aussi par rapport à Flowline avec l'utilisation de DBT Cloud, c'est que DBT Cloud en fait, va nous faciliter la vie sur beaucoup de points en termes de migration de projet. On va pouvoir un petit peu utiliser les fonctionnalités natives de DBT sur la partie CI/CD. On va pouvoir intégrer directement les tests de développement dans la partie workflow. Et aussi, on va avoir la fonctionnalité qui va nous permettre de déployer les workflows et de préparer les jobs dedans. Donc, l'idée, c'est d'avoir un fichier YAML où on va lister toutes les actions qui sont faites pour valider la pipeline qu'on a migrée. Et ça va être directement intégré dans la partie DBT. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va faire une modification, la CI va se propager derrière dessus.
Là où on va gagner beaucoup de temps aussi, c'est sur la mise en place de l'infrastructure, où généralement c'est un petit peu la problématique qui est au démarrage de l'implémentation de DBT, mettre en place toute une architecture on-prem qui va tourner du DBT reste très compliqué et assez long. C'est pour ça que sur la partie DBT Cloud, en quelques clics, généralement en quelques jours, c'est fait. Et nous, on va pouvoir démarrer sur la partie migration directe. Merci, Adrien. Je suis conscient du temps. Il nous reste combien de temps, Adrien, si tu peux. Il nous reste, on avait la demi-heure de présentation et après on pouvait prendre des questions-réponses dessus. Donc on a quelques minutes pour prendre des questions-réponses dessus. D'accord. Un aspect, je vois une question de Lucie là, qui est assez, je pense, assez pertinente et une question que beaucoup se posent autour du cataloguing de données, enfin du catalogue de données. Là, il y a une question spécifique sur est-ce que vous avez connecté le data catalogue à DBT? Est-ce que peut-être, Julien, tu peux nous en dire un peu plus sur comment vous avez une visibilité sur tout votre patrimoine de données et comment DBT a joué un rôle là-dedans? Ouais, pas de souci. Alors, est-ce qu'aujourd'hui le catalogue est connecté? Non. Est-ce qu'on regarde comment faire? Oui. Chez nous, on est en Colibra en termes de data catalogue. Et on est en train de regarder justement. On est en train de regarder comment est-ce qu'on fait pour plugger tout ça. On sait qu'on a déjà le lignage qui nous est fourni via l'interface avec DBT Cloud. On sait qu'on peut retrouver au niveau du lignage. Mais aujourd'hui, on n'a pas encore totalement plugué le data catalogue au niveau de DBT. On est vraiment, pour le moment, on est vraiment focus sur comment je fais pour migrer mes plus gros assets, étant donné que je peux être en difficulté au niveau de on-premise, au niveau des perfs, au niveau des fins de support des éditeurs. Donc, pour le moment, on est vraiment focus là-dessus, mais on l'a dans le pipe. Et ça fait vraiment partie des questions ou des choses qu'on est en train de regarder sur comment est-ce qu'on fait pour plugger tout ça ensemble, de manière à ce que DBT, comme je disais tout à l'heure, soit vraiment central au niveau de la data et soit pas seulement un outil juste pour faire du dev dans un petit coin pour les équipes IT. Et pour en dire un peu plus peut-être là-dessus, donc DBT Cloud effectivement offre de manière native un outil, on va dire, de cataloguing pour pouvoir comprendre son patrimoine de données et avec un objectif finalement déjà d'accélérer le développement, qui est un aspect important. Tu as cité, Julien, précédemment le time to market. Et ça contribue à cela. Il y a aussi la possibilité de pouvoir donner un accès à cette metadata, à cette connaissance de votre patrimoine de données à des gens externes aux environnements de développement. Tout ça dans l'objectif finalement de faciliter la collaboration entre les équipes métiers qui sont plus proches de leurs données et peut-être les équipes qui développent principalement. Et bien évidemment, pour aller encore plus loin de ça, DBT Cloud offre aussi tout un panel d'API pour pouvoir se connecter à d'autres outils de data cataloging comme Colibra et d'autres, il y en a sur le marché. Et c'est quelque chose qui, comme tu viens de le citer, que vous envisagez dans le futur. Je vais juste rebondir sur une chose. C'est vrai qu'on en a peu parlé là à ce moment-là. Aujourd'hui, on a bien démarré la migration. On en est à la migration, je disais tout à l'heure, technique, et il ne fallait pas oublier l'humain. Aujourd'hui, on en est à se dire que les perspectives sont monstrueuses. Monstrueusement bonnes, surtout que les gens ne s'appellent pas, en se disant qu'aujourd'hui, demain, dès qu'on a du dev à faire, dès que même les métiers qui faisaient du SaaS, qui faisaient potentiellement du data echo, ce genre de choses-là, ou derrière ils développent en SQL ou autre, la question s'ouvre petit à petit en se disant mais on a un outil qui permet de faire ça, qui permet d'être centralisé, qui permet d'avoir le lignage, qui permet de tout avoir. Et en fait, c'est des choses que, voilà, on a toute la partie technique. Je disais, il faut absolument qu'on sorte de la NAS, il faut vraiment qu'on puisse basculer. Et on a aussi toutes ces questions qui nous font dire que, OK, on a commencé à avoir les capacités de DBT, les capacités de DBT Cloud sur le partage, sur le lignage, comme tu disais, la documentation ou autre. Et maintenant, plus ça va, plus le champ des possibles est en train de s'ouvrir en se disant, attends, demain, pourquoi je ne mets pas à la main d'autres personnes? Et avec tous les connecteurs, avec tout ce qui est possible de faire sur l'ouverture des données auprès de nos métiers ou autres, c'est vraiment des questions qui sont en train de se poser. Ouais. Ça, on ne l'a pas évoqué, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez important. C'est que demain, l'avenir, on ne sait pas de quoi il sera fait. Mais par contre, on sait que ça va vers une ouverture parce que la simplicité de l'outil, la vitesse et tout ça font que on se dit que ça peut être quelque chose qui peut être proposé. On parle souvent de la démocratisation de la data au sein d'une entreprise, qui vient bien évidemment avec la conduite du changement, etc. Mais en tout cas, c'est quelque chose que vous envisagez dans le futur, de pouvoir adresser par exemple des analystes ou des personnes. C'est ça, exactement.
Très bien. Il y a une question de Samuel qui demande si on peut en dire un peu plus sur les avis d'échéance. Alors, je ne suis pas sûr si, de quel avis d'échéance on parle, Samuel. Je ne sais pas si tu peux. Alors, je pense que c'est par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'il y ait le kit lancement. Grosso modo, ce qu'il faut se dire, c'est que suivant les boîtes, quand c'est de la distribution, c'est les tickets de caisse, il y a beaucoup de retours de personnes qui font des tickets de caisse ou les seuls. Ce que je voulais dire par là, c'est que les avis d'échéance, aujourd'hui, votre contrat, il est annuel avec des renouvellements, ce qui est normal dans toutes les assurances, c'est comme ça. Et à une date fixe, certaines assurances ont ce qu'on appelle un kit lancement. C'est-à-dire que on prépare, on calcule les cotisations pour l'ensemble de l'année pour l'ensemble de nos sociétaires. Ce qui fait qu'on a des volumes de données monstrueux qui arrivent. Et c'est là où je disais qu'on avait des difficultés de flexibilité on-premise. C'est que forcément, ces volumes de données, on est plutôt en train de se dire, OK, je fais un gel des plateformes, un gel des MEP pendant un mois pour pouvoir tout absorber, ou ce genre de choses-là. Et que demain, avec le cloud, avec la flexibilité que l'on a, ça nous permet d'absorber ces volumes de données qui sont vraiment importants et à ce que ça puisse passer naturellement dans des temps qui sont corrects par rapport au on-premise où c'est toute une logistique à mettre en place. Donc, c'est vraiment par rapport à ça que moi, j'ai évoqué les avis d'échéance. J'espère que ça a répondu à la question de Samuel. Il y avait une question aussi sur la partie BigQuery, sur les partitions et clustering key. Je vais y répondre rapidement parce que ça concerne un petit peu aussi DBT Cloud sur la partie un peu plus technique. Toute cette partie-là, ça va dépendre un petit peu de l'environnement et du volume de données qu'on va retrouver dans chaque table. La performance, etc., ça reste customisable et des différentes options qui sont disponibles dans DBT. Et il y a aussi une nouvelle feature qui va arriver sur DBT Cloud, qui est la partie performance, qui va être vraiment un petit peu sur la partie FinOps, de pouvoir comprendre comment les données sont utilisées sur la partie BigQuery. Je ne sais pas si Julien, tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça ou Non, bien sûr. Alors, il y a toute cette gestion, finalement, quand on parle de maîtrise du risque, il y a le risque humain, etc. Mais il y a aussi, finalement, le coût financier. On en a parlé aujourd'hui. Un gros axe de développement de DBT Cloud et de DBT, c'est de vous accompagner dans cette maîtrise des risques et donc dans cette maîtrise des coûts. Et effectivement, on a sorti aujourd'hui en version bêta tout un portail de FinOps pour pouvoir comprendre voilà, comment ces modèles, ces pipelines impactent finalement vos coûts de data platform, comment les optimiser et vous donner une visibilité complète sur qu'est-ce qui vous coûte de l'argent et où est-ce que vous pouvez finalement optimiser ces aspects-là. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est aujourd'hui très attendue par nos clients. Et après, on peut rajouter aussi la partie, alors j'extrapole un petit peu par rapport à la question sur la partie performance, il y a la partie aussi DBT Fusion qui arrive, qui permet aussi d'économiser pas mal, puisque en fait, avec le nouveau engine qui va être en place, le développement en fait ne permet de rester localement par rapport aux différentes transformations qu'on va faire. Et s'il y a des erreurs, ne pas envoyer ces informations à BigQuery qui va exécuter et qui va retourner. En fait, toute la partie fusion va permettre d'anticiper ces informations-là. Et donc, du coup, simplifie énormément aussi la partie développement. On a une question de Simon par rapport, qu'est-ce qui a motivé votre choix pour la plateforme BigQuery? Qu'est-ce qui a motivé notre choix? C'est venu un peu comme une évidence. C'est-à-dire que quand on avait regardé les trois gros, Azure, AWS et Google. Déjà, Google s'est placé vraiment, c'est l'IA qui nous a beaucoup poussé par rapport à ça, en se disant que les possibilités offertes par Google étaient beaucoup plus fortes que les autres. Et aussi, quand on a regardé au niveau des bases de données, avoir du Oracle manager, ça ne servait à rien, c'est dommage. Les autres bases de données n'étaient pas folles. Et aujourd'hui, c'est vraiment BigQuery qui s'est imposé un peu comme un choix. Alors, on a hésité avec Snowflake. Voilà. Après, on s'est demandé pourquoi payer une surcouche, alors que BigQuery a déjà des performances wow. L'effet wow, moi je l'ai eu en plus en perso, en ayant fait des tests. Voilà, c'est comme si le choix s'est assez naturellement imposé en se disant quelque chose de robuste, qui tourne bien, qui a des bonnes performances et sur lequel on ne rajoute pas des surcouches compliquées, etc. Et go, on y va sur BigQuery et on a fait le choix, c'est ça, il y a 2-3 ans, parce que BigQuery c'était encore même avant DBT. Et en fait, quand on voit comment évolue le marché, moi, aujourd'hui, quand je vais dans les salons de Big Data ou autres, je n'ai pas de présentation de trucs qui sont sur AWS.
tous ceux qui brassent de la grosse donnée aujourd'hui sont sur BigQuery et il faut avouer que ça tourne excessivement bien. Une question peut-être intéressante de Yacine. Finalement, quel a été le principal défi technique rencontré et quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui entreprendrait un projet similaire? Alors, le principal défi technique, c'est pas DBT. C'est pas là où on rame, c'est pas là où on a des difficultés. Le principal défi technique, c'est se dire comment est-ce que je fais pour faire transiter mes données du on-premise vers le cloud? Comment je fais pour vérifier que mes données soient la même quand elle a été recopiée, qu'elle soit bonne dans le cloud et on-premise? C'est vraiment ça, là où on a pas mal pêché. Comme je disais tout à l'heure, Massif, il y a quand même énormément de progiciels, énormément de choses, hein, de métiers ou autres. Et c'est là où on galère le plus, c'est à se dire comment je fais pour remonter mes données dans le cloud facilement, les redescendre et les comparer. Il est vraiment là le défi technique. Et DBT, entre guillemets, j'ai envie de dire, aujourd'hui, la migration purement du code vers DBT avec Infinite Lambda, c'est pas un sujet. Le sujet, c'est plutôt les données, comment elles sont remontées, quelle fraîcheur, quelle rapidité, comment je fais au niveau de ma bande passante, c'est vraiment toute cette partie-là. Donc voilà, le principal défi, c'est ça. Et c'est se dire aujourd'hui, comment les données montent ou elles descendent de manière automatique, simple et fiable. Et c'est vraiment le principal défi qu'on a eu à résoudre aujourd'hui. Adrien, je ne sais pas si tu veux rajouter une couche là-dessus, vu que tu as quand même aussi pas mal travaillé sur cette partie de migration. Est-ce qu'il y a un défi technique en particulier et un conseil que tu pourrais peut-être donner à la communauté qui ferait un projet similaire? Non, carrément. On parlait tout à l'heure du lift and shift. Réellement, c'est un point assez important de ne pas se dire de modifier du code et de refactorer du code lors d'une migration. C'est là où on peut vraiment exploser les temps, puisqu'on va avoir des données qui vont plus être similaires. Quand on va les exposer au métier, on va avoir des KPI différents. Donc, on va avoir deux choses à avoir, à faire en même temps. C'est la partie technique et la partie fonctionnelle. Donc, le but, c'est justement de prioriser ça dans un premier temps, de se limiter, de focaliser sur la partie technique. Donc, le lift and shift, d'arriver à avoir les mêmes données, ce qui nous permet aussi de comparer plus facilement par rapport à ce qu'on avait avant pour arriver aux résultats qu'on a aujourd'hui avec les nouvelles transformations qu'on a fait. C'est déjà un challenge aussi, puisque à niveau technique, il va falloir former les équipes, prendre en main et accompagner jusqu'à la mise en production, que eux se sentent à l'aise avec les nouveaux outils qu'ils vont avoir à disposition aujourd'hui. Et donc, du coup, vraiment, ce lift and shift, on a vu beaucoup de projets où c'était pas du lift and shift, c'était du refactoring en parallèle, où les projets, en fait, s'écroulent après quelques mois, voire plusieurs années de développement. Donc ça serait mon plus gros conseil à entreprendre dessus. Ouais, alors je vais juste ajouter quelque chose, parce qu'en fait, c'était tellement naturel que je l'ai oublié, je vais être honnête, parce que c'est tellement passé que, par rapport à ce que tu disais, c'est vrai que nous, et c'est rentré dans les mœurs au niveau de Massif, c'est à partir du moment où on veut migrer un asset, le prérequis, c'est pause fonctionnelle. Et s'il y a des questions sur le roadmap, on ne pourra pas toutes les faire les questions, mais s'il y a des questions sur le roadmap ou autre, c'est surtout quand est-ce que je peux faire ma pause fonctionnelle en me disant, il ne faut pas que je développe en même temps que je migre, mais bien que je migre des choses ISO pour facilement les comparer et après je continue mes développements. Mais c'est vraiment, tu vois, je n'y ai pas pensé dans les difficultés parce que c'est quelque chose qu'on a posé de base et qu'on tient, qui est de se dire aujourd'hui, à partir du moment où je migre un asset, il y a une pause fonctionnelle, le temps de la migration, et après on peut redémarrer. Mais attention à bien faire ça, sinon vous allez vous prendre les pieds dans le tapis et vous ne pourrez jamais comparer ce que vous avez migré avec ce qui tourne actuellement et jamais vous dire je suis sûr que mes chiffres sont bons. Donc c'est vrai que si l'un des prérequis, ça peut être ça aussi, c'est de se dire pause fonctionnelle à faire accepter par tout le monde. Exactement. Et le but, c'est que ça soit transparent aussi pour les équipes métiers. Conscient du temps, je peux en prendre une dernière parce qu'il y a eu quelques votes. C'est juste pour comment, et je pense que ça peut être rapide, c'est comment vous avez géré la partie extract et load historique dans le cadre de la migration? Ça a été géré par les équipes techniques. Alors, c'est pas passé par DBT, si c'est ça la question. C'est pas passé par DBT, nous. On a fait des extractions. On avait une plateforme Big Data, donc on a sorti des données de Hive, on a sorti des données d'Oracle. On les a mis dans Google Cloud Storage. Après, on les a loadés dans les tables BigQuery. Mais voilà, c'est des scripts à part. Aujourd'hui, on n'est pas passé par DBT. Peut-être qu'on aurait pu, mais c'est vrai qu'on est passé par cette technique aujourd'hui. Alors, en partie, nous, on ne fait pas forcément la partie extract et load, donc je pense qu'on n'aurait pas pu vraiment aider sur cette partie-là. Mais
mais ok, très bien. Je te remercie en tout cas, Julien, pour cette réponse. Je suis conscient du temps. Juste pour clôturer, on va devoir clôturer la session d'aujourd'hui, mais on vous remercie en tout cas à ceux qui ont rejoint et participé. Merci Julien aussi pour ce partage d'expérience. Il y a un certain nombre de questions pour lesquelles on n'a pas eu le temps de répondre, mais on pourra revenir vers vous par email. Il y a aussi une autre prochaine étape qu'on peut vous proposer en partenariat avec Adrien et Finite Lambda, c'est vous proposer une sorte de session d'audit de health check, que ça soit, vous avez un outil du type Legacy comme Informatica et vous posez des questions, du DBT Core, ou des questions autour du conduite du changement, enfin peu importe ce que ça peut être, on peut organiser une session d'1 heure, d'1 heure et demie, 2 heures, et qu'on évalue comment on peut vous accompagner et la pertinence d'utiliser DBT Cloud pour vos enjeux data du moment. Exactement. Et ça nous sera ravi aussi de partager notre expérience parce que ça a été aussi quand on parlait de défis humains, ça a été aussi un partage humain à toute cette migration-là. Super. Merci encore à tous. Merci à tous. Et bonne journée. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir.